7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Fin janvier, un réseau de trafic d'armes a été démantelé dans un petit village du Var. Alors rien de très insolite, me direz-vous, chers auditeurs, sauf qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas seulement d'un réseau de revente, mais bel et bien de fabrication d'armes sur place à l'aide d'une imprimante 3D. Surprenant, oui, pourtant la technique n'est pas nouvelle puisque la première découverte de ce type d'armes en France remonte déjà à 2022. Si le procureur de Marseille, Nicolas Besson, affirme ne pas être dépassé par ce nouveau type de trafic, il admet tout de même rester particulièrement vigilant et souligne un effet d'ubérisation du trafic d'armes. Alors pour revenir sur ce phénomène, nous recevons ce matin Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Alors vous êtes criminologue, professeur associé au département de recherche en sciences criminelles à Fudan University, donc à Shanghai, et à George Mason University, Washington, directeur de collection au CNRS et puis auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme. Alors, lorsque nous avons discuté de cette interview brièvement, vous me disiez que cette fabrication d'armes en 3D n'était pas si nouvelle. Pourtant, la façon dont c'est présenté dans la presse, on comprend que le grand public n'en a pour l'instant pas trop entendu parler. Est-ce que vous pensez que c'est appelé à se développer ? Alors, j'aimerais commencer par un point important, qui est celui de la précision des termes. Les mots ont un sens. Si vous allez voir le médecin, et si le médecin vous dit que vous avez un cancer alors que vous avez un panari, vous n'êtes pas content. Eh bien, c'est pareil pour les criminologues. Le système qui pèse sur nous a perdu naturellement de façon écrasante la guerre de la sécurité. Nous avons réussi à lui infliger une défaite totale en montrant le réel criminel qui notamment règne en France, mais pas uniquement. Et ce système qui nous oppresse cherche à se venger sur les mots. Il n'y a pas de réseau. Réseau, c'est EDF. D'accord. Des réseaux, c'est des gens ce sont des bandes ou des gangs. Ces gens-là sont des bandits et des gangsters, et non pas un équivalent d'EDF ou de quoi que ce soit qui fonctionne en réseau, comme la carte bleue ou la carte vitale. Donc, attention aux mots. Il ne s'agit pas de gens qui perdent la vie, comme on perd ses clés, mais qui meurent. Et donc, attention à l'édulcoration généralisée avec laquelle on essaye d'anesthésier le public pour lui refuser l'accès au réel criminel. Premier point. Deuxième point, c'est très important parce que les mots comptent. Oui, vous faites bien. Selon la façon dont vous nommez les choses, et en plus de ça, c'est très facile à concevoir, mais ce que vous n'évaluez pas, vous vous condamnez à le dévaluer. Les termes sont très clairs. Quand on n'évalue pas, on dévalue. Donc attention à ne pas dévaluer la violence de la menace criminelle. Premier point. Deuxième point, on peut prendre aujourd'hui l'affaire des armes fabriquées en 3 dimensions. On peut prendre tel phénomène ou tel phénomène. Le point central est le suivant. L'appareil en France de sécurité, l'appareil régalien, est absolument antédiluvien. Il n'a pas été réformé, il n'a pas été changé depuis des décennies, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, cet appareil d'État, et donc ce que vous me dites en est la conséquence directe, souffre de 2 dysfonctionnements graves. Il ne connaît pas ou il connaît très mal la réalité criminelle d'aujourd'hui. Et deuxièmement, ce qu'il en perçoit, il le perçoit avec un retard considérable. Alors, cette histoire, maintenant qu'on a posé le cadre, cette histoire d'armes en 3 dimensions, jamais dans l'histoire du monde, nulle part, que ce soit au fin fond de la Chine ou à 30 kilomètres de Paris, les bandits, et non pas les réseaux, les bandits, les gangsters, ceux qui sont dans le domaine de l'illégal, qui sont dans l'illicite, n'affrontent l'appareil d'État face à face. Ils n'en ont pas la force. Le gang le plus puissant tient la route à peu près 1 minute en face du premier commissariat de police venu. Donc, comment fonctionne le monde criminel? Et c'est ça que l'appareil d'État ignore aujourd'hui. Il fonctionne par effet de déplacement. Quand les policiers sont dans une cité aujourd'hui et pour la journée, on attend qu'ils repartent et on y retourne le lendemain. Ça, c'est un déplacement dans le temps. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le fait le lendemain. Ou alors,
si on ne peut pas vendre de la drogue dans la rue Trucmuche, on va vendre de la drogue dans la rue d'à côté. C'est un déplacement dans l'espace. Et donc, à partir du moment où lentement, il y a des kalachnikovs dans les cités marseillaises depuis pratiquement 20 ans, lentement, avec la vitesse du brontosaure, l'appareil d'État commence à avoir une petite lueur dans sa toute petite tête, disant mais il faut peut-être qu'on s'en prenne au Kalachnikov. Immédiatement, que font les bandits? Ils font jouer l'effet de déplacement et ils essayent de se procurer des armes autrement. La technologie le leur permet. La technologie, c'est la langue des hommes, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Et donc la technologie qui permet par exemple des miracles dans le domaine de la médecine est aussi la même technologie, celle qui permet de fabriquer des armes en 3 dimensions. C'est tout bête. Le phénomène dont vous me parlez est un reflet de cette pratique constante du milieu criminel que le gouvernement ignore, qui est l'effet de déplacement. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors là, en l'occurrence, au-delà des gangs, il y a le colonel Hervé Pétry, qui est le chef de l'unité nationale cyber, qui a expliqué que le prévenu qui fabriquait ces armes en 3D partageait surtout une mentalité de libertarien. Il s'inscrit dans la mouvance pro-armes états-unienne. Et donc son but, c'était de partager ces armes avec le plus grand nombre pour faire face à un État qu'il considère comme totalitaire et puis surtout répondre à une demande de plus en plus pressante de sécurité, quitte à prendre en main individuellement justement sa sécurité. Est-ce que donc vous mettez ce phénomène sur le même plan que ces effets de gangs qui se déplacent? Alors, c'est un phénomène qui lui aussi est si vous voulez, un effet de la société dans laquelle on vit. De plus en plus de gens qui ont accès à toutes sortes d'informations non contrôlées et non vérifiées par l'intermédiaire des fameux réseaux sociaux, mais que les réseaux sociaux existent, entendez-moi bien, je ne prône pas le retour à la plume d'oie et au papyrus. Hein. Je dis simplement que de même qu'on a commencé à détourner des avions à des fins criminelles ou terroristes quand l'aviation civile a existé, de même aujourd'hui que l'intelligence artificielle existe et que des moyens de fabriquer des choses artificiellement existent, eh bien, pour quelque raison que ce soit, des individus X ou Y vont s'en emparer. Alors, l'individu, l'être humain, il a besoin, généralement il commet des méfaits, il a besoin de les habiller de façon un peu noble. Comme ça, c'est plus chic. Alors, on prend dans la forêt de Sherwood, Robin des Bois, il vole les riches pour donner aux pauvres, vous voyez, donc, mais il vole quand même, enfin, il habille ça d'un côté noble. Alors, l'individu en question, qui a accès à des connaissances techniques qui lui permettent de vendre des armes, de fabriquer des armes par la méthode d'instruments lui permettant d'en fabriquer en 3 dimensions, il essaye d'habiller ça d'une cause libertarienne, mais je suis pour la liberté, si tout le monde avait des armes, personne ne serait plus menacé, mais ça c'est un habillage. Le fait est que ces méthodes sont connues ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis depuis une décennie, que quiconque fabrique ce genre d'armes par la méthode de 3 dimensions, les machines 3D, est obligé d'acheter les machines quelque part et qu'une surveillance de la police, des renseignements sur la capacité qu'ont les gens à fabriquer de telles armes aurait dû se mettre en place dans les 2 ans qui suivaient l'invention de cette pratique. Et là, on a attendu 10 ans. Une fois de plus, je vous dis, l'appareil d'État se traîne lentement après les malfaiteurs et n'arrive jamais à les rejoindre. Alors justement, il n'y a pas seulement de nouvelles méthodes de fabrication, il y a aussi de nouvelles méthodes de vente. On l'a vu dans cette affaire, justement, les trafiquants expliquaient qu'ils revendaient leurs armes sur Vinted. C'est une plateforme de revente de vêtements en ligne pour les particuliers. On a aussi de nouvelles méthodes de rémunération. Ils peuvent se faire rémunérer en crypto-monnaie. On a de nouvelles méthodes de recrutement, notamment en ce qui concerne pour le coup le trafic de drogue.
récemment, un réseau a été démantelé et en fait, pardon, pas un réseau, un gang, des trafiquants de drogue ont été mis devant la justice et ils recrutaient leurs dealers sur Internet. Et face à tout ça, pour le procureur de Marseille, toujours le même, lui continue d'affirmer qu'ils ne sont pas dépassés, que ce premier réseau-là a été démantelé, que c'est une réussite et que pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup en France. Alors vous affirmez le contraire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement se saisir de ce problème et réussir à y faire face correctement? C'est tout simple, ça se fait tous les jours. Et vous avez même, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous avez même pratiqué ça vous-même. C'est ce qui s'appelle la médecine préventive. Qu'est-ce que la médecine préventive? Ça consiste à informer un individu que s'il fume, il va attraper un cancer 20 ans après. Si on arrive à le convaincre et s'il ne fume pas, eh bien, on n'a pas besoin de passer au stade de la médecine curative pour lui retirer une tumeur du poumon ou d'où que ce soit 20 ans après. À partir du moment où des méthodes existent. Voilà, je vais répondre précisément à votre question en disant ce qu'il faudrait faire. Tous les ans, il y a des salons ou des conventions immenses sur l'innovation informatique. Il y en a à Las Vegas, il y en a à Barcelone, il y en a partout dans le monde. Il y en a sans doute en Chine ou au Japon, il y en a partout au monde. Ce qu'il faudrait faire, la gendarmerie nationale, par exemple, dispose d'un service très pointu de surveillance des phénomènes numériques et informatiques. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les éléments les plus jeunes de ces militaires ou de ces fonctionnaires-là, de les envoyer dans ces salons et de les faire réfléchir. Vous revenez du salon en question en nous disant comment les nouvelles méthodes, les nouvelles pratiques, les nouveaux instruments, les nouveaux logiciels pourraient être utilisés à des fins criminelles. On a donc une espèce de détection précoce de tout ce qui pourrait tourner mal dans un domaine donné. Et après ça, quand on voit le premier symptôme de cette utilisation-là apparaître sur notre territoire, eh bien, on réagit au lieu d'attendre 10 ans. Je vous dis, on fait ça dans le domaine de la technologie. C'est une forme de concurrence, si vous voulez. Eh bien, telle grosse entreprise va surveiller, c'est pas de l'espionnage, c'est dans des salons, c'est public, va surveiller ses concurrents de ouh là là, ils ont inventé quelque chose, attention, il faudrait peut-être qu'on s'y mette, etc. Ce travail-là de détection précoce des dangers et des menaces, l'appareil d'État ne le fait pas. Donc, il faudrait qu'il le fasse. L'appareil d'État en France a une posture entièrement réactive, comme du temps du commissaire Maigret, vous savez. Alors, une infraction est commise. Par exemple, un mari jaloux tue son épouse. Alors après ça, on ouvre une enquête et une fois que l'individu a avoué, on le défère à la justice. C'est ça, la police, c'est la justice de grand-papa. On ne peut plus faire comme ça. Les technologies dont je vous parle, aujourd'hui, le 3D, demain, autre chose, évolue à la vitesse de la lumière. Dans votre vie à vous, vous fonctionnez pas avec un téléphone, vous savez, comme en 1950, vous avez un téléphone des années 2022-2023. Il faut que l'appareil d'État fasse son travail de façon maintenant proactive et non plus réactive. Alors, quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui est follement préoccupé par sa propre carrière. Vous savez, il est comme is no good, il veut être calife à la place du calife, il veut être Premier ministre à la place du Premier ministre, président à la place du président, et il ne fait pas le travail essentiel de régénérer son propre ministère. Je ne suis pas de ceux qui critiquent la fonction publique. Il y a l'énorme majorité de la fonction publique dans ce pays est composée de gens qui font honnêtement leur travail, qui comptent pas leurs heures, qui bossent, qui sont sincères dans ce qu'ils font, mais une administration, quelle qu'elle soit, n'est jamais capable de se réformer elle-même. Il faut toujours l'inciter de l'extérieur. Si vous avez une entreprise qui fabrique des très jolies, des superbes, des splendides locomotives à vapeur, elle est contente des belles locomotives à vapeur qu'elle fait. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour lui dire que l'usine à côté fabrique des TGV. Vous voyez que c'est pas plus possible de fabriquer. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, je vous parle même pas du ministère de la Justice où c'est encore pire. Je vais vous dire quelque chose que sans doute vous ne savez pas. Vous savez où sont les cours d'appel
pour la justice en France en 2023, elles sont dans les villes où il y avait des marchés de bestiaux au Moyen Âge. Rien n'a changé. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est obliger l'appareil d'État, pour son bien, hein, pour qu'il continue à bien faire son boulot, à s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui, à se préoccuper de ce qui se passera demain, et ne pas... exemple, les mortiers d'artifice. On est toujours dans les histoires de lascars dans les cités qui tirent des mortiers d'artifice sur les policiers, sur les gendarmes, quand ils osent pénétrer dans leur fief. Ça fait 15 ans qu'il y a des mortiers d'artifice, qu'on tire des mortiers. Et là, pour la première fois, à Noël dernier, il y a un génie au ministère de l'Intérieur qui s'est dit, mais combien de gens fabriquent des mortiers d'artifice en Europe? Réponse, 5. Ouais. Où ils sont tous les 5 fabricants de mortiers d'artifice? Réponse, ils sont tous en Allemagne. Il y a un pont qui franchit le pont de Kiel à Strasbourg, qui franchit la frontière entre l'Allemagne et la France. On met 2 gendarmes en travers du pont, on vérifie ce qu'il y a dans le coffre des voitures et il n'y a plus de feu d'artifice à Strasbourg. Ouais. Il a fallu 15 ans pour qu'ils imaginent ça. La lenteur de l'appareil d'État français est effroyable. Alors, il faut lui apprendre à agir plus vite pour son bien. Et en toute amitié, expliquer aux gens qui ont des méthodes de travail un peu anciennes que non, on ne peut plus écrire à la plume d'oie, vous savez, sur un papyrus ou sur un parchemin. Il faut maintenant passer à quelque chose de plus rapide. Donc, je pense avoir donné une réponse globale au problème que vous me posiez. Ouais. Tout ce dont on a parlé ce matin n'est que l'effet de cette lenteur dans l'adaptation à des nouvelles menaces de l'appareil d'État. Alors, il nous reste 2 minutes pour finir. Vous parliez de ce phénomène de déplacement. Est-ce que vous constatez que la criminalité se déplace désormais en campagne ? On l'a vu pour l'insécurité. En tout cas, aujourd'hui, c'est indéniable. Il y a eu l'affaire Thomas qui l'a révélé, qui a choqué beaucoup de personnes, qui expliquait qu'il venait justement habiter en zone rurale pour avoir la tranquillité qu'il ne trouvait plus forcément en ville. Est-ce qu'aujourd'hui, la criminalité s'exporte aussi dans les zones rurales ? C'est le gouvernement qui déplace la criminalité dans les zones rurales. Comme il ne veut pas, ce gouvernement, celui que nous avons, que les Jeux Olympiques soient bousculés, perturbés par la présence de migrants en grand nombre dans la région parisienne, il envoie par petits paquets dans les campagnes les plus reculées, par les préfectures qui après ça dispersent dans des, vous savez, des centres d'accueil, des lieux de colonies de vacances, etc., des bandes de migrants. Je dirais que ce n'est même pas forcément de la faute des migrants en question. Ils sont sans emploi et sans travail, ils n'ont pas de ressources. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent autour d'eux. Au bout d'un moment, on vient leur proposer de vendre de la drogue. Pas tous, naturellement, mais la partie la plus jeune et la plus désœuvrée, eh bien, on leur propose de vendre de la drogue et ils le font. C'est-à-dire que cette dispersion, cet éparpillement de la criminalité, de la vente de la drogue, des agressions, des vols de voitures, des vols dans les voitures, des pillages des campagnes, tout ça est l'effet de la politique d'un gouvernement. Quand M. Macron et ses gouvernements sont arrivés, ils sont arrivés en disant « poussez-vous, on va vous montrer, on est les meilleurs, on est les plus compétents ». Depuis, ce qui me frappe, c'est leur effroyable incompétence. Chaque fois qu'ils font quelque chose, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine régalien, ils font une bêtise. Et ben voilà, une bêtise de plus. La criminalité ne s'est pas répandue d'elle-même dans les campagnes, elle a été répandue par l'impéritie du gouvernement. Écoutez, merci beaucoup Xavier Hofer. On finit un petit peu rapidement, mais on ne manquera pas de vous réinviter pour parler de tout ça. J'aimerais bien aussi aborder avec vous la question de l'intelligence artificielle qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder. Mais merci pour votre présence. Je rappelle que vous êtes professeur associé au département de recherche en sciences criminelles à Fudan University à Shanghai et à George Mason University à Washington. Vous êtes criminologue, directeur de collection au CNRS et auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme. Merci beaucoup.